341 succursales sur la rue d'Oyle, nichée entre le quartier du marché et le solennel quartier de la cathédrale commémorative, s'étendait une rue verdoyante. Ses trottoirs épurés et son style architectural moderne le distinguent de son environnement. Jenna avait délibérément choisi cet endroit pour rencontrer les purificateurs. Les personnes fréquentant cet endroit avaient peu de lien avec son ancienne vie et les chances d'être reconnues étaient minces. Néanmoins, sa présentation globale reste fidèle à un certain style. Une représentation de propreté, d'éclat et de vitalité. Cette image était un composite distillé à partir des sermons de l'évêque et du plaidoyer passionné qu'elle avait rencontré au cours de sa participation aux activités de l'Église. Un talisman du soleil pendait autour de son cou, accentuant ses cheveux jaunes brunâtres soigneusement attachés. Elle suivit les ombres allongées projetées par les arbres, se dirigeant vers l'appartement 17. Au milieu de son voyage, une voiture brune à 4 roues passa dans un grondement. La fenêtre était entr'ouverte, révélant un visage saisissant. Parée d'une robe de cour noire, une dame ornait l'intérieur de la calèche. Un chapeau en voile sombre orné de plumes blanches couronnait sa tête, encadrant finement ses cheveux noirs corbeaux. Son visage présentait des contours doux, son menton était courbé gracieusement. Un pont nasal mince et surélevé menait à des lèvres pourpres charnues et subtilement retroussées. Dans ses yeux gris foncés, une lueur de luminosité coexistait avec une pointe de mélancolie, évoquant un pincement de sympathie. Comme c'est beau! Jenna soupira du fond du cœur alors que la voiture passait. Même si Jenna elle-même pouvait être considérée comme attirante, elle restait capable d'apprécier le charme des autres. Simultanément, elle reconnut le contraste saisissant entre son apparence et celle de Franca, qui avait accédé au rang de déesse du plaisir, ainsi que de la dame qui venait de décéder. Déplaçant son attention, Jenna monta sur le toit de l'appartement 17 de la rue d'Oyle. Son attente fut brève, car Imré et Valentine apparurent bientôt. L'attitude de Valentine, bien que glaciale, a cédé la place à une enquête proactive. Avez-vous obtenu des renseignements cruciaux? Le regard de Valentine passa sur le cou de Jenna, où l'emblème sacré du soleil était suspendu. Un subtil signe de tête confirma sa satisfaction. Jenna secoua lentement la tête. Non. Sans permettre à Imré et Valentine d'exprimer leurs questions, elle a dévoilé sérieusement ses émotions. Je veux me repentir. Se repentir? Imré échangea un regard interrogateur avec Valentine. Quelque chose n'allait pas. Le regard de Jenna baissait, un sourire doux amer touchant ses lèvres alors qu'elle regardait le sol. Ma mère hante mes rêves, de manière récurrente. Et chaque fois qu'elle apparaît dans mon sommeil, je me retrouve aux prises avec une question lancinante. Pourquoi l'Église a-t-elle permis à quelqu'un comme Hugues-Artois de participer aux élections? Après avoir découvert la vérité, pourquoi n'ont-ils pas rapidement appréhendé ses complices et ainsi prévenu la catastrophe qui a suivi? J'aspire à la rédemption. La douleur me ronge le cœur, semant le doute dans ma foi et me faisant me demander si Dieu et l'Église veillent toujours sur nous. Ses sentiments étaient sincères, quoique moins intenses qu'ils ne le paraissaient. Valentine avait honte et ne savait pas comment répondre à Jenna. De même, l'Église n'est pas toute puissante. À Ainti, nous restons soumis aux contraintes imposées par l'Église du Dieu de la vapeur et des machines, la Convention nationale et le gouvernement. Nos actions sont limitées. Nous ne pouvons pas opérer sans retenue et sonder à volonté. Jenna tomba dans un silence contemplatif pendant quelques secondes avant d'expirer, un lent relâchement de la tension. Elle tendit légèrement les bras, proclamant « Louez le soleil ». Louez le soleil. Valentine et Imré répétèrent à l'unisson. Avec sa prestation sincère, Jenna a demandé « Qui a propulsé Hugues-Artois au poste de député? Et qui a facilité sa représentation pour un dieu maléfique? Nous sommes en train d'enquêter. Aucune percée substantielle n'a émergé jusqu'à présent, a répondu Imré après une réflexion mesurée. L'expression de Jenna s'est transformée en une expression d'anxiété et d'inquiétude. Pourquoi ce manque de progrès substantiel? Est-ce dû aux limitations évoquées précédemment, qui freinent l'acquisition de lits de pivot? Avez-vous besoin de mon aide? J'opère sans restriction et je n'ai aucune crainte d'enfreindre la loi. Imré et Valentine n'ont pas été pris au dépourvu par la réaction de Jenna. Cela fait écho au même esprit que son assassinat brutal d'Hugues-Artois, quoique sous une forme plus sobre. Les deux regards échangèrent, une délibération muette sur l'opportunité de confier cette affaire à un informateur lié par contrat, offrant ainsi une plus grande flexibilité et latitude. S'appuyant sur les conseils de Franca, Jenna s'est abstenue d'invoquer directement l'instigation. Au lieu de cela, elle évalua la disposition des deux purificateurs et employa des mots pour accomplir son intention. Si l'Église elle-même se retrouve les mains liées, ne pourrait-elle pas déléguer la tâche à des dévots capables? Qu'est-ce qui a la plus grande importance, la dignité de l'Église ou le bien-être des enfants de Dieu? À chaque catastrophe déjouée, de nombreuses familles et vies sont épargnées. Tous se présentent comme de fervents suppliants au soleil. Un dieu maléfique soutenait Hugues-Artois. Valentine s'est retrouvée influencée, et observant l'absence de dissidence d'Imré, il s'est adressé à Jenna avec gravité. Êtes-vous sûre de vouloir nous aider à enquêter sur cette affaire? C'est très dangereux. Les chances de perdre la vie sont considérables. Jenna a répondu avec un sourire empreint de complexité. J'ai peur de la mort,
mais j'ai encore plus peur de devenir un agneau sacrificiel pour les hérétiques, un peu comme ma mère. Elle n'a pas du tout caché sa haine. Imré a ensuite déclaré. Au cours de nos investigations, nous avons constaté qu'Ugartois partageait des liens étroits avec le général Philippe. Certaines activités secrètes lui remontent. Cependant, le général Philippe a succombé à la maladie l'année dernière, entraînant la perte de toutes les pistes. Les autres partisans et partisans d'Ugartois devaient soit leur allégeance au général Philippe, soit le considérer comme un atout digne de soutien. Leur implication dans des croyances hérétiques ou des organisations secrètes reste non vérifiée. Jenna a laissé échapper, et la famille de Philippe, et les hérétiques qui ont encerclé Ugartois. Il n'y a rien de mal avec la famille de Philippe, répondit Valentine, son-on révélant des traces de vexation. Nous n'avons appréhendé que 2 hérétiques affiliés à la campagne d'Ugartois. Leur rôle était relativement sans conséquence. L'individu le plus compétent a choisi de se suicider lorsque l'évasion est devenue impossible. Son fanatisme a contrecarré notre quête des pistes recherchées. Nous avons effectivement éliminé 2 branches de l'organisation secrète, l'ordre de toute extinction. Ordre de toute extinction. Jenna a rappelé l'organisation secrète qui croyait en un dieu maléfique. Imré a ajouté. La principale source de connaissances est la femme aux cheveux roux nommée Cassandra. Elle est issue de la lignée Sauron, une branche collatérale de l'ancienne famille royale. Une Biondée et une hérétique dotée d'une aubaine. Imré secoua la tête. À l'heure actuelle, aucune conclusion concrète n'existe. Les familles nobles qui ont soutenu Ugartois entretiennent des relations standards avec la famille Sauron. Cassandra a choisi une vie d'aventurière, car elle a rencontré peu de considération au sein de la hiérarchie de la famille Sauron. Par la suite, elle est devenue une Biondée, rejoignant finalement l'équipe d'Ugartois l'année dernière. Quartier de la Maison d'Opéra, rue Lombard, café mécanique. La précision mécanique a guidé la tarte des rois jusqu'à Pouffet Sauron et ses associés au sein de l'organisation Black Cat. La tarte avait l'apparence d'une merveille florale brune ornée de motifs noirs complexes. Pouffet regarda autour de lui et dit à Lumian, à Nori et aux autres. Je suggère que ce jeu de King Espy serve d'hommage à l'un de mes estimés ancêtres. Il détenait le titre de premier comte d'Ardennan et de 27e comte de Champagne. Dans ses interactions, Pouffet se désignait habituellement comme le comte Ardennan. Le comte de Champagne, celui qui convoitait le cul de Roselle. Le romancier Anori a plaisanté avec un sourire. Au cours de l'année écoulée, le manuscrit interdit le plus recherché sur le marché secret du livre de Trêves était « Les chroniques secrètes de l'empereur Roselle ». Dans ces pages se trouvait une mine de rumeurs liées à l'empereur Roselle, entremêlées d'un éventail de révélations farfelues et torrides. Pouffet soupira et dit « Ce serait le 30e comte de Champagne, l'arrière-petit-fils de mon illustre ancêtre. Il est issu d'une branche distincte de la famille Sauron. » Je n'ai aucune objection. Le peintre aux cheveux blonds, Mulène, a remis la conversation sur les rails. Il ne s'agissait que d'un jeu. Personne d'autre n'insistait pour attribuer le surplus de la tarte des rois à un chiffre spécifique, ce qui a permis de parvenir rapidement à un consensus. Compte tenu du style habituel de Lumian, il aurait dû s'y opposer et mettre en colère le comte Pouffet. Il a cependant rappelé que son rôle actuel tournait autour de celui d'un ami de Gardner Martin, descendant d'une famille de marchands prospères ayant un penchant pour l'art. Il jouait essentiellement le rôle d'un imbécile dépensier, un personnage qui se réjouissait des dépenses somptueuses uniquement pour encourir le mépris. Pouffet a porté son attention sur le critique littéraire le plus réticent, Ernst Jung, et lui a dit « Vous aurez l'honneur de couper le gâteau ». Ernst Jung, ses boucles noires encadrant son visage, se laissait aller à un sourire d'autodérision. « Je méprise l'absence de serveur au café mécanique. Cela me donne l'impression d'être un serveur. N'est-ce pas une bonne chose? Cela signifie l'absence d'espions, marmonna le romancier Anori. Une bouffée de fumée de cerisier s'échappait de la pipe tenue par Iraeta, le poète, alors qu'il riait en réponse. Peut-être que l'espion est parmi nous. À ce moment-là, Ernst Jung avait déjà pris le couteau de table, coupant la tarte des rois en 7 portions égales. Pouffet a délicatement positionné une des tranches de tarte des rois près du bord de l'assiette, les mains jointes, la berçant contre sa poitrine. Sa voix, une douce cadence, invoquait une invocation. À toi, membre de la puissante famille Sauron, le grand Vermonda Champagne Sauron. Pouffet répéta l'incantation 3 fois. Lumian ne put s'empêcher de remarquer que le café mécanique, déjà privé de ses serveurs, tombait dans un silence amplifié, semblable au début des sermons des évêques. Après avoir offert la portion excédentaire de la tarte du roi à Vermonda Sauron, Pouffet leva son regard vers Lumian et sourit. « Vous êtes l'invité. Vous serez le premier à choisir. » Sans observer, Lumian tendit la main vers la tarte du roi la plus proche de lui. À ce moment-là, la voix résonnante de Thermiboro résonna dans les oreilles de Lumian, « Switch. »